Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de l'entretien de dimanche et nous sommes ravis de recevoir, comme je l'annonçais, nous sommes ravis de recevoir Monsieur Fred Renaud. Il est politologue, consultant sur les questions d'intégration, mais également partisan. Il est acteur politique et membre du Bloc républicain. Monsieur Renaud, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame, c'est un véritable plaisir pour moi d'être sur votre plateau. Je salue tous les téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent à travers votre chaîne de télévision. Voilà. Alors, Monsieur Renaud, le Bénin est à un carrefour électoral crucial avec les prochaines législatives à l'horizon et la présidentielle qui se profile. Les débats autour du code électoral sont plus vifs que jamais. Ça va actuellement entre interprétation, polémique et attente. Notre objectif aujourd'hui est d'éclairer un peu ces enjeux, de comprendre les positions des acteurs politiques et d'entrevoir, pourquoi pas, les chemins possibles pour un processus apaisé et équitable. Et sans plus tarder, nous allons plonger au cœur de cette discussion. Et nous allons d'abord prêter votre manteau de politologue pour cette première partie. Évidemment, en premier as abordera les législatives. Alors, Monsieur Renaud, vous avez certainement suivi les débats ces derniers jours sur, bien évidemment, le code électoral. Après les discussions sur l'opportunité de ce test, nous voici maintenant face à une polémique, on peut le dire, sur le mot d'emploi, chacun y allant de son interprétation. Et d'entrée, je veux bien demander au politologue que vous êtes ce que vous inspire cette nouvelle polémique toujours autour de ce code électoral. Madame, je n'ai pas le sentiment que la polémique soit réelle, parce qu'à mon entendement, aucune des institutions chargées d'interpréter le nouveau code électoral, la Sénat, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, ne s'est plainte des difficultés à l'interpréter. Et même par ailleurs, je constate que les chapelles politiques, parce que certainement, ayant leur agenda politique, se défoulent un peu sur la question. Chacun essaye de tirer le drap de son côté. Parce que, voilà, parce que c'est un peu comme ça que nous aimons animer la vie politique dans notre pays. Nous nous amusons, parfois nous fait peur, et les conséquences peuvent être parfois difficiles à gérer parce que cela laisse dans la conscience de nos compatriotes euh, l'idée, cela laisse planer l'idée que le test peut être chrysogène à l'avenir. Alors que nous n'avons pas à nous inquiéter de cela parce que il y a ceux qui sont chargés de les interpréter. Vous savez, c'est pas forcément l'Assemblée nationale ou les députés qui votent les lois, qui les interprètent. Pas toujours. L'interprétation revient aux institutions chargées de les mettre en application. Absolument. Et dans le cas d'espèce, je pense que nous pourrions nous inquiéter si la Sénat, la Cour constitutionnelle ou la Cour suprême ouvraient ce débat et hésitaient sur quelle peut être la connotation, quel peut être l'entendement qu'il fallait donner. Donc, je pense que nos compatriotes n'ont pas à s'inquiéter de cela. La polémique n'a pas sa raison d'être. Et justement, pourquoi ne pas attendre que ces organes que vous venez de bien citer, ces organes qui sont chargés de mettre en application ce test électoral, puissent faire le travail, quitte à aller au contentieux pour pouvoir faire valoir peut-être ces inquiétudes d'aujourd'hui. Pourquoi cela nous tarde autant? Madame, vous savez, nous sommes un vieux pays de clivage. Et comme le disait le président Kérékou, très souvent, à la veille de chaque scrutin électoral, nous sommes toujours prêts à nous diviser, à nous enflammer, à nous déchirer, justement parce que nous ne nous faisons pas confiance et nous ne faisons pas davantage confiance aux institutions qui nous gouvernent. En fait, c'est ça notre pays. Et d'où est venue cette méfiance? D'autant plus que ce sont les institutions qu'on s'est données nous-mêmes à travers nos tests. Bien sûr. On ne veut d'ailleurs pas toucher. Madame, voyez-vous, cela remonte à si loin dans notre histoire. Nous avons une longue tradition dans notre histoire. Nous avons une longue tradition de violence verbale, politique,
quand vient le moment des élections. Je ne saurais vous dire où est-ce que ça a pris naissance, mais quand vous regardez notre histoire, vous constatez que c'est cela. Et je me suis souvent surpris, comme vous, hein, même en tant qu'acteur politique, à me demander pourquoi nos chapelles politiques entretiennent la sinistrose par moment dans la conscience et dans l'esprit de nos compatriotes. Parce que c'est des lois que nous nous donnons librement. Et donc, à partir de cet instant, nous devons tous être disposés à les appliquer. Si difficulté il y a, elle devrait nous venir des organes ou des institutions chargées d'appliquer ces lois. Oui. Nous n'allons pas nous-mêmes sans éléments probants, parce que c'est de cela dont il s'agit. Les acteurs politiques qui entretiennent cet esprit de doute ou de crise autour de ces lois sont partie prenante du processus électoral. Absolument, oui. Et donc, ils ne peuvent pas être jugés partis. Mais vous voyez qu'avant même que la compétition ne commence, certains crient déjà au scandale, estimant que le code ne leur permettrait pas d'être dans leur bon droit, ou ne les mettrait pas dans leur bon droit. Et donc, ça participe du discrédit, en fait, de nos institutions. Et j'ai souvent pensé que cette manière, beaucoup plus béninoise, hein, cette manière beaucoup plus béninoise de faire les choses n'est pas de nature à faciliter la paix et la cohésion sociale. Et je me dis que le rôle quand même des acteurs politiques, c'est de travailler au renforcement de la paix et de la cohésion sociale. Et vous le disiez tantôt, vous parliez de lois que nous nous sommes librement données ou de tests que nous nous sommes librement donnés. Et je suis entièrement d'accord. Le président Ouad disait par exemple qu'en République, en démocratie, que l'identité remarquable de la nation réside invariablement dans le libre consentement des citoyens à se laisser gouverner par les institutions de leur choix et donc par les tests qu'ils se donnent librement. Mais chez nous au Bénin, c'est toujours beaucoup plus difficile. Quand certains acteurs politiques ne se reconnaissent pas ou ils ne sont pas au cœur du processus, ils ont toujours tendance à penser que le processus est contre eux. Et donc, c'est une situation bénino-béninoise. Mais est-ce que ça ne crée pas un peu trop de psychose? Parce que depuis mars 2024, quand même, on entend parler de ce code électoral jusqu'à quelques mois de ces élections. Dieu sait si on n'en entendra pas en parler jusqu'au même jour des élections. Est-ce que ça ne crée pas une psychose, un débat qui est technique, laissé même, comme vous l'avez dit, aux institutions qui sont chargées de mettre en application. Ce code va sur les réseaux sociaux, les médias. Est-ce qu'à un moment donné, l'électeur ne va pas s'empêcher simplement d'aller voter parce qu'il estime que ces acteurs ne se retrouvent pas, ne s'entendent pas et ça peut créer une peur panique dans la tête, n'est-ce pas? Est-ce que ça ne peut pas créer une peur panique dans la tête des électeurs? Bien entendu, madame. Et disons que c'est notre manière à nous, depuis 30 ans, d'animer la vie politique. Pourtant, on veut changer les choses, oui, mais vous savez que tout le monde ne suit pas au même moment. Vous savez, il ne faut pas sous-estimer les forces qui sont rétives au changement. Ces forces existent, ces forces sont dans nos sociétés, ces forces participent à l'animation de la vie sociale avec nous, et donc, cela remet en cause d'abord la démocratie, parce que il ne peut pas avoir de démocratie sans respect de nos institutions. C'est la base. C'est la base. Et donc, quand nous nous dotons librement de tests, parce que, madame, les valeurs des tests ne dépendent pas, en fait, des personnes qui sont parties prenantes à ces tests. L'équité d'un test de la République ne se juge pas au nombre de personnes qui sont parties prenantes. Mais ça se juge, en fait, à mon avis, au respect du règlement intérieur de l'institution chargée de l'adopter. Et à partir dans le cas d'espèce, l'Assemblée nationale, pour se dire si un test est juste ou unique, ce n'est pas parce que
certaines personnes ne se retrouvent pas dans le test. Mais c'est de voir si ce test a respecté le règlement intérieur dans le cadre du vote des tests. Est-ce que c'est passé en commission des lois? Est-ce qu'il y a eu débat? Est-ce qu'il y a eu amendement? Est-ce que c'est venu ensuite en plénière? Est-ce qu'il y a eu vote? Est-ce qu'il y a eu amendement? À partir de cet instant, c'est un test républicain. Peu importe si les uns et les autres s'y reconnaissent. Maintenant, quand on a perdu des batailles politique, parce que l'Assemblée, c'est un haut lieu politique. Absolument, oui. Quand on a perdu la bataille politique, parce qu'à l'Assemblée nationale, nous avons des députés qui représentent le peuple, mais qui viennent aussi des chapitres politiques, qui ont des visions, qui ont des convictions, qui ont un progrès de société à dérouler. Et donc, à partir de cet instant, chaque député vote en son âme et conscience et en fonction des valeurs et des idées que porte la formation politique sur le banc duquel il s'assoit à l'Assemblée nationale. Alors, quand les gens perdent des batailles politiques dans le lieu où la bataille est perdue, qu'est-ce qu'ils font? Ils ramènent ces batailles au niveau de l'opinion publique, aidés par les médias. Et donc, moi, je pense que c'est parce qu'il y a une sous-estimation de la capacité de nuisance de ces forces que moi j'appelle des forces réactives au changement, que parfois les médias les aident à amplifier ce débat. Et en amplifiant ce débat, bien sûr, on parle de la liberté d'expression. Le rôle des médias, c'est de s'assurer que chaque camp puisse dire ce qu'il pense. Et que les populations soient informées. Mais il se fait que nous sommes dans un pays où l'esprit critique n'est pas forcément ce qui est le mieux partagé de nos populations. Et donc, la capacité à discerner si ce que l'autre dit est fondé ou pas pose problème. La capacité à savoir quels sont les intérêts qui se cachent derrière ce que l'autre dit. Oui. Moi, je pense que ceux qui polémiquent autour du code, ceux qui font déjà savoir avant la compétition, alors que nous n'avons pas encore essayé ce code. Vous comprenez? Ceux qui disent que c'est le chaos absolu, ceux qui annoncent que ça va mal se terminer, je pense qu'ils ont un agenda caché, inavoué. Je pense qu'ils ont un agenda caché, inavoué. Parce que ce n'est pas, de mon point de vue, il ne faut pas être alarmiste. Vous comprenez? Il ne faut pas être alarmiste au point de dire c'est un code qui menace la paix, qui menace la sécurité, qui menace la cohésion sociale, juste parce que certains ne s'y retrouvent pas. Justement, M. Renaud, l'esprit voulu par ce test électoral est le regroupement forcé les uns aux autres à se mettre ensemble afin que nous puissions atteindre, en tout cas, une certaine force des partis politiques. Ceux qui contestent ce code aujourd'hui, est-ce parce qu'ils ont du mal à se mettre ensemble? Si c'est le cas, devrait-on les plaindre? Vous savez, madame, on ne peut pas les plaindre. Mais un code électoral, c'est l'expression d'une vision, d'une pensée politique pour un pays à un moment donné. Vous comprenez? Bien sûr. Un code électoral définit les moyens par lesquels nous nous dotons de nos dirigeants, que ce soit ceux qui gèrent la République des territoires, la gouvernance locale, nos maires, nos députés, ceux qui votent les lois sur lesquelles vont fonctionner le pays, ou que ce soit le président de la République. Et donc, le code est forcément l'expression d'une vision. Et on ne peut pas en vouloir à ceux qui sont majoritaires aujourd'hui, parce que quand vous vous retrouvez majoritaire à l'Assemblée nationale, par exemple, ou dans une institution, c'est d'abord parce que les populations ont épousé votre vision. Donc, comment peut-on comprendre que la majorité, dans le prolongement de sa vision politique pour le pays, madame, une vision politique pour un pays, c'est pas seulement pour 5 ans ou 10 ans. Non, c'est au moins 25, 30, 35 ans. C'est pour une grande continuité. En fait, je veux dire... La dernière vision, l'horizon est à 60 aujourd'hui. Je veux dire que la majorité parlementaire aujourd'hui ne se dit pas nous prenons juste les lois pour les 10 prochaines années pour assurer la décennie
de gouvernance du président Patrice Talon et après, chacun fera ce qu'il veut. Mais c'est une majorité qui dispose aussi pour l'avenir. Et donc, le code n'est que dans le prolongement de la vision politique que nous voulons pour notre pays pour les prochaines années à venir. Cette vision voudrait que nous ayons désormais des partis politiques forts qui soient rassemblés. Cela peut s'entendre, madame. Cela s'entend dans un environnement politique, économique et social hostile. D'accord? Dans un contexte international difficile, nous comprenons que les nations ne réussissent à s'en sortir que si elles sont rassemblées. Madame, qu'est-ce qui, au-delà de la politique, divise le plus les gens dans une nation? C'est la politique d'abord. Et donc, plus nous mettons les gens ensemble, nous évitons une forme de tribalisation, de clanisation, d'ethnisation du débat, de manière à ne pas faire de notre pays une mosaïque de tribus où les uns soient ennemis les unes des autres. Et donc, on oblige les gens à rester ensemble. En obligeant les gens à rester ensemble, on dit désormais, pour avoir son mot à dire dans la gouvernance de la nation, il faut être plus fort. Il faut être plus fort, il faut avoir 20%. Pour désormais avoir des députés à l'Assemblée nationale. C'est ça que cette partie ne veut pas entendre. Clairement, exclusion. J'entends les arguments. J'entends les arguments. Vous savez, quoique je ne sois pas d'accord avec ce que les gens disent, je suis sensible à ce qu'ils disent parfois. J'entends les arguments de ceux qui sont contre. Ils disent, à la dernière élection législative de janvier 2023, 3 partis ont eu 10% sur le plan national. Aucune de ces 3 partis, en réalité, n'a réussi à avoir 20% dans chaque circonscription. Mais les 3 sont proches de ce pourcentage. Alors, je dis, dans le cas d'espèces où il y a possibilité d'accord de gouvernance parlementaire, 2 partis ont la facilité de se mettre ensemble parce que ce sont des partis de la mouvance présidentielle, mais l'autre parti qui est de l'opposition n'a personne. Alors, en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Alors, ça se dit à un moment où moi je vois une plateforme de l'opposition. D'accord? Une plateforme de l'opposition qui a demandé d'ailleurs à auditer le fichier électoral. Bien sûr. Et je vois un certain nombre de partis politiques dans cette plateforme. Je sais que le lead de cette plateforme est au parti Les Démocrates. Alors, soit le parti Les Démocrates est en train de nous dire, autour de moi, il n'y a que des menus feuilletins, ceux-là ne valent rien, ils n'ont pas la possibilité d'avoir 10%, et même quand je me mettrai avec eux, ce sont des boulets que je vais traîner. Si c'est le langage du parti Les Démocrates, il faut que le langage soit clair. Vous comprenez? Bon, vous ne voulez pas non plus un dessin. Non. N'est-ce pas clair? N'est-ce pas suffisamment clair? Donc, personne ne les a obligés à aller à ce cas de concertation. Parce que quand moi je vois les griefs, j'écoute, le principal grief, c'est qu'ils disent les autres peuvent se mettre ensemble et au final, ils seront jugés sur 10%, mais nous, on sera jugés sur 20%. C'est à croire que ceux qui sont avec eux, ceux avec lesquels ils forment l'opposition, ils disent ils sont zéro. C'est comme ça que je comprends le langage. Ils veulent dire le MPL, ils veulent dire le GSA, ils veulent dire toutes les autres forces de l'opposition sont zéro et que nous-mêmes, nous n'avons pas la possibilité, au-delà, même si nous nous mettons ensemble, d'aller à 20%. Mais ne le disent-ils pas, peut-être à leur décharge, ne le disent-ils pas à raison, puisqu'on n'a pas réellement vu ces partis politiques avec lesquels ils sont ensemble se challenger, en tout cas aller voir ce qu'ils valent sur le terrain du jeu électoral. Monsieur, mais madame, le dit ou même le sous-entendre, c'est davantage donner raison au président de la République qui dit, pour que le Bénin se porte mieux, il faut que nous ayons des partis politiques plus forts. Il ne faut pas que nous continuions d'avoir des clubs électoraux. Donc, il faut que les gens se mettent ensemble. Plus ils le pensent, plus ils le disent, plus ils donnent raison à celui qui a initié cette réforme. Parce que on a peut-être sur cette plateforme de l'opposition, on a peut-être une dizaine de forces politiques qui disent nous sommes incapables de dépasser
10% par circonscription Circonscription. électorale. Donc, même si nous nous mettions ensemble, c'est de ça dont il s'agit. Alors, moi, je pense que quand c'est comme ça, le raisonnement doit être, si malgré notre projet de société, notre vision, notre ancrage, si nous n'arrivons pas à avoir plus de 10%, si nous nous sentons vraiment incapables d'avoir 20%, c'est-à-dire que les populations ne croient pas en nous davantage. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut soit se réorganiser ou soit chercher à rejoindre les autres qui ont cette facilité à avoir cela. Donc, moi, je pense que si vous parlez de la raison qui pousse à cette psychose, parce que cette psychose vient de ce que il y a une certaine opinion politique qui tend à alerter l'opinion nationale sur ce qu'elle peut-être présume ou ce qu'elle pense être les difficultés qu'il naîtrait à cause de ce code électoral. Mais je dis que ce n'est que son opinion, parce qu'il faut nous laisser nous faire une opinion sur le plan national. Il appartiendra aux institutions. Si la Sénat dit, en l'état actuel de ce code électoral, je ne me retrouve pas dans son applicabilité. Si la Cour constitutionnelle, si la Cour suprême dit, nous aurons des difficultés, là, les Béninois auront raison de s'inquiéter. Parce que ce sont les institutions arbitres qui ne sont pas partie prenante du processus. Mais quand c'est un organe censé compétir qui dit avant le match, j'ai comme l'impression que je pars déjà perdant ou que les conditions ne sont pas réunies, parfois on peut être amené à penser que ce sont des réponses de mauvais perdants d'avance. Donc voilà. Vous qui semblez réservé par rapport à leur posture, je ne sais pas si je dois dire refus de se mettre ensemble parce qu'ils n'ont pas parlé de refus. En tout cas, leur posture n'en est pas non plus loin. Peut-être qu'ils le feront après. Vous les voyez coaliser avec quelle formation politique pour pouvoir atteindre cet objectif? On peut le reconnaître, la barre, elle est quand même haut. Mais vous les voyez coaliser avec qui? Avant qu'on en arrive au camp de la majorité, restons quelque peu sur l'opposition. Écoutez, moi, j'observe. Et moi, je me dis que si tant est que l'opposition pense que les autres ne valent rien, parce que c'est ce qui se décide en fait. Alors, qu'est-ce que l'opposition a à faire? Si elle se rend compte qu'elle n'a pas la capacité d'aller, pourquoi l'opposition ne chercherait pas à rejoindre les rangs de la majorité? Oh, là, vous voulez créer un autre problème. Non. Enfin, ça n'aura aucun sens. Non, mais ça aura tout un sens. Vous savez, madame, j'ai souvent l'impression que l'une des causes de nos difficultés dans notre pays, c'est une absence d'horizon commun. Madame, nous ne venons pas en politique, certes, nous avons nos convictions, mais nous venons d'abord en politique parce que nous avons un objectif, celui de voir notre pays grandir. D'accord? Et dans un contexte où, par exemple, l'opposition se voit déjà perdante pour les prochaines élections à venir. Perdante parce qu'elle a l'impression... Perdante, on n'en sait trop rien, mais exclue, oui. Non, si elle se dit exclue... Elle voit une volonté d'exclusion. Mais si elle se dit exclue, c'est qu'elle se voit perdante. Parce que rien ne l'exclut. À l'étape actuelle, rien ne l'empêche de compétir. Mais elle dit, la compétition, pour me permettre, moi, d'enlever les sièges, c'est que là-bas est trop haute pour moi et elle est trop haute pour mes partenaires. Madame, ce sont des fils et filles du pays qui sont dans l'opposition. Bien sûr. Ils sont béninois. Et donc, qu'est-ce qui nous différencie? C'est peut-être nos conceptions, c'est peut-être cette certaine idée du Bénin que chacun de nous défend. Alors, quand ils voient que leur idée n'a pas la possibilité de prospérer, pas parce que la majorité ne veut pas, mais parce qu'ils sont conscients qu'ils ne sont pas majoritaires au niveau du peuple.
madame, c'est l'analyse c'est la déduction qu'on peut faire de leur développement. S'ils voient que, par circonscription électorale, sur les 24 que nous avons, il ne peut pas avoir 20% du suffrage exprimé, alors moi, je pense que la déduction est claire, c'est que la majorité, l'opinion publique nationale n'est pas favorable à leur conception du Bénin. Laquelle conception est beaucoup plus populiste d'ailleurs. Et donc, je suis conscient que nos compatriotes qui sont de plus en plus éveillés sur les défis du monde et les défis que le Bénin relève depuis quelques années, même s'il y a beaucoup de choses à corriger, ils savent, peut-être parfois un peu confusément, mais que aller dans le sens général de ce que l'opposition souhaite, c'est-à-dire le statu quo, ou revenir en arrière, cela ne profiterait pas à notre pays. Le statu quo, je ne sais pas si c'est ce que l'opposition souhaite. Monsieur Bruno, ceux qui ont une autre vision, une autre perception qu'ils essayent de défendre. Nous parlons aujourd'hui, il ne faut pas se faire d'illusions. En 2026, les Béninois, pour toutes les élections présidentielles, législatives, communales, auront à choisir entre deux tendances pour notre pays. Ils auront à choisir entre les forces progressistes et les forces qui veulent rester dans le statu quo, qui ne veulent pas bouger. Nous projetons dans un autre Bénin et eux, ils rêvent encore du Bénin de 90. Vous comprenez? Bon, c'est votre analyse, on ne peut pas vous le reprocher. Oui, je suis d'accord, mais le minimum d'attention sur les discours, sur les messages, sur tout ce qui se dit, montre qu'on veut revenir au Bénin d'avant 2016, de toutes les manières. Et donc, à partir de cet instant, c'est être rétif au progrès. Ça, c'est le partisan qui parle. C'est beaucoup plus le partisan que le politologue. Non, le politologue analyse aussi, parce que, croyez-moi, très souvent, je sais me départir de mon côté partisan pour avoir une analyse objective. Autrement, je ne peux pas comprendre ce que les autres veulent. Mais j'ai comme l'impression que ce que je dis, qu'ils sont béninois à part entière. Ils sont fils et filles du Bénin. Ils ont droit d'exister et de dire ce qu'ils veulent. Et tout à l'heure, je ne les contrains pas à rejoindre la majorité. Mais je suis en train de leur dire que, oui, je suis en train de leur dire, s'ils se rendent compte que leur discours n'est pas suffisamment accrocheur, suffisamment innovant pour capter la majorité des Béninois qui décident de leur avenir, le mieux, c'est de rejoindre ceux qui semblent avoir la possibilité d'accrocher plus facilement nos compatriotes. Parce que, au finish, que voulons-nous tous? Que le Bénin soit grand, soit uni, soit fort. Parce que nous nous disons que si le Bénin est fort, le Bénin pourra aider chacun de ses enfants. En fait, la vision politique qui est celle de la majorité, c'est celle d'un Bénin qui soit fort, qui soit juste et qui aide tout le monde, sans tenir compte des convictions partisanes, religieuses ou de qui que ce soit. Bien sûr, mais ça va ressembler quand même à quelque chose. Ah non, non, madame, parce que vous le pensez, parce que vous avez de la politique la conception que on a toujours voulu que nous ayons depuis des années. C'est-à-dire qu'avant tout, nous sommes des adversaires. Moi, j'aime bien croire que nous ne sommes pas des adversaires dans la course au pouvoir, mais nous sommes des partenaires dans la course au progrès. Seulement que nous partons d'a priori que nous avons différentes manières de voir les choses et d'imaginer les chemins par lesquels on peut passer. Mais il suffit seulement de faire le pas et on se rend compte que nos compatriotes, en fait, ne se préoccupent pas de savoir si le haut côté où nous sommes ou le bas où les autres devons nous mettre ensemble quand il y a du travail à faire. Et c'est dans cette perspective que je vois. Parce que si une formation politique se dit, dans tous les cas, je n'ai pas la possibilité d'atteindre le seuil requis
Parce que c'est tout ce qui fait le problème aujourd'hui. Le seuil est élevé. On dit que le seuil Trop est élevé, ambitieux. ou trop ambitieux, et on dit, mais madame, je ne peux pas comprendre. Depuis 9 années au moins, dans ce pays, j'analyse et je vois que on en demande davantage beaucoup aux Béninois, de plusieurs secteurs, de plusieurs catégories. Des journalistes, on en a demandé beaucoup aux journalistes, on en demande encore davantage. Mais je ne peux pas comprendre que les acteurs politiques soient les seuls à penser qu'on leur en demande trop Trop. et qu'il faut qu'ils puissent continuer à rester dans le confort habituel de leur logis. Et dans cette condition, comment est-ce que nous pouvons édifier Mhm. un pays qui soit à même de relever les défis qui s'opposent à nous dans ce siècle qui est particulièrement bouleversant? Alors, à l'analyse des choses, Monsieur Renaud, on a l'impression qu'on oublie quelque peu le système dans lequel nous sommes, qui est la démocratie. La démocratie qui a ses exigences, la démocratie dont on connaît le fonctionnement. Est-ce que dans une démocratie où le lieu où les lois sont votées sont un lieu, vous l'avez rappelé tout à l'heure, un lieu de la vraie politique, et vous avez indexé la justesse, est-ce qu'on peut avoir un test électoral juste qui satisfasse toutes les parties dans un système que nous avons choisi, en tout cas, peut-être pas tous, en tout cas qu'on a préféré à l'issue de cette conférence nationale. Est-ce qu'on peut avoir un test électoral juste qui va satisfaire tout le monde? Madame, d'abord, je veux préciser, je le disais tantôt, la justice ou la justesse d'un test électoral ne peut pas dépendre du nombre de personnes parties prenantes, mais dépendra en fait des conditions de la codification de ce test en tant que test de la République. C'est-à-dire, est-ce que les conditions sont remplies? Est-ce que c'est un test qui est descendu de nulle part, qui n'a jamais été à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est un test qui n'a pas été voté par des députés, présents ou représentés? Dans ces conditions, on parlera de test injuste et unique. Mais quand un test fait le processus normal, que ce soit un projet ou une proposition de loi, quand c'est la commission l'examine, parce que dans la commission, il y a toutes les tendances qui sont réunies. Quand la commission l'examine, quand ça vient en plénière, quand les gens sont régulièrement battus parce que une majorité l'emporte, elle devient loi. Ils le savent, non? Mais tout le monde le sait. Bon. Dans- Par ailleurs, vous parlez de démocratie, madame. La démocratie, c'est le nombre. La démocratie, c'est le nombre. Madame, nous partons du postulat que tous autant béninois que nous sommes aujourd'hui environ 13 millions, que nous appartenons à différentes cultures, différentes civilisations, manières de voir. J'ai cru comprendre que on en parlait de 16 royaumes, on en parlait de 10 chefferies supérieures, un truc comme ça. oui. Voilà. Regardez par exemple cette mosaïque de tribus ayant des cultures différentes, manière de désigner leurs responsables, leurs porte-parole de façon différente. Madame, que pouvons-nous faire si la loi n'est pas notre référence? La référence ultime en République, c'est la loi. C'est-à-dire que contre les privilèges de naissance, c'est la loi. Contre les prébendes, c'est la loi. Contre le sectarisme, c'est la loi. Alors de quoi se plaint-on? Donc, madame, et c'est là que vous allez comprendre que, en fait, ce que nous appelons démocratie, parce que, vous savez, c'est un mot qui charme. Vous savez, le mot démocratie, les gens ne retiennent que liberté. Et donc, beaucoup sont fascinés par le charme du mot liberté. Et ils comprennent par liberté ce que eux, ils veulent. Il faut que ce soit cela qui passe. Madame, Saint John Pes dit que la démocratie, plus que tout autre régime, exige le respect de l'autorité. Il n'y a pas d'autorité sans loi. Il n'y a pas d'autorité sans loi parce que c'est justement la loi qui fixe l'autorité. Bien évidemment.
D'accord, madame? Mhm. Et donc, quand des gens se disent démocrates et ils ne retiennent que dans cette démocratie la liberté de faire ce qu'ils veulent, mais ils ne retiennent pas le principe fondateur même, qui est le principe de la loi. Et chaque fois qu'ils perdent la bataille au niveau de la loi, ils disent la démocratie est en danger. Chaque fois qu'ils perdent la bataille au niveau de la loi, mais madame, rien, si nous laissons les lois, qu'est-ce qui, comment on dira au Mahi, au Aizor, au Idacha, au Yom, au Lokpa, comment on leur dira de désigner leurs représentants? Eux, ils font leur jeu, on peut le dire. Eux, ils sont dans le jeu d'acteurs. Mais c'est vers qui ils se tournent pour le dire. En tout cas, ceux qui écoutent ces messages-là, qu'on doit pouvoir, je ne vais pas dire défendre, en tout cas, essayer peut-être de sauver de cette chose, puisque nous avons un peu, on le dit souvent, en tout cas, en majorité analphabète, et qui se laissent à ces discours. Ben, là, on peut dire qu'on est mal barré quand même, Oui, 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 Monsieur Fred oui, Renaud. je suis d'accord. Il y a de quoi être inquiet et je pense que le rôle des partis politiques, c'est d'animer la vie politique et cela passe par le fait aussi que les partis qui ne partagent pas leur opinion ou qui ont une opinion différente, qui ont une conception différente de ce que c'est que notre vivre ensemble dans la République, dans la cité. Ces partis aussi doivent faire un travail de formation, non seulement à l'endroit uniquement de leurs militants, mais à l'endroit de nos Mm. concitoyens. C'est en fait la démarche logique. Bon, je pense qu'ils vous diront qu'ils font de leur De leur mieux. mieux, mais on a souvent tendance que c'est vrai que les autres se font beaucoup plus entendre, n'est-ce pas? Donc, c'est une réalité. Alors, donc, quand vous parlez de justesse, c'est ça la justesse d'une Mm. loi. Et la démocratie, c'est le nombre. On a, il ne, c'est inconcevable que dans le cadre d'un vote, chacun compte une voix. Que vous soyez esclave ou que vous soyez maître. Si nous laissons la loi républicaine et que nous devons revenir aux formes traditionnelles de désignation, il y a des peuples qui ne voteraient pas parce qu'on Mhm. dira, eux, ils sont esclaves de Ok. tel peuple. Mm. Alors, comment on fait si c'est la loi? Et à partir de cet instant, c'est le nombre. Et celui qui a la majorité doit pouvoir Merci. décider. Mm. C'est ça, en fait, le jeu démocratique. Maintenant, dit que c'est cela la démocratie, se retrouver minoritaire, c'est pour ça qu'il dit, mais quand on se retrouve minoritaire et qu'on ne peut pas assumer cette minorité, il faut rejoindre la majorité. Bon, Mais là, madame, là, on quand vous parlera êtes... que d'une seule voix. Non, on ne Est-ce parlera que pas ça que rendra d'une seule voix. dynamique Madame, ne veut pas dire que dans une majorité, il n'y a pas de courant de pensée. Au contraire, quand une famille se retrouve, une famille politique, dans cette majorité, il peut y avoir des courants de pensée. Il peut y avoir des courants philosophiques. Il peut y avoir des gens qui pensent que telle chose doit venir avant telle chose. Parce que le but des acteurs politiques, c'est de faire advenir dans la réalité sociétale une idée, une conviction, une vision qu'ils ont de leur société. mm, Alors, si vous voyez que la famille que vous constituez est minoritaire à l'intérieur du peuple, malgré les efforts, je pense que le mieux, si tant est-il que vous voulez peser par vos idées un mm, jour sur la transformation de votre société, oui. il faut pouvoir rejoindre la majorité et avoir aussi une place pour vous exprimer. À défaut d'avoir constitué une force politique qui soit à même de capter le pouvoir d'État par lui-même et de l'exercer, il faut aller vers les autres pour être plus fort. En tout Enfin, cas, c'est le bon c'est le sens, bon sens. Voilà. qui n'est peut-être pas toujours la La logique mieux. politique, Mhm. mais c'est le bon sens. Alors, c'est dans ce contexte on peut le dire, de chamaille, Oui. toujours sur le code électoral, que la conférence épiscopale interpelle quand même toutes les parties prenantes au maintien de la paix. Ma question va vous paraître plus ou moins incisive, mais je la pose. Est-ce qu'on peut maintenir une paix quand les acteurs se refusent au jeu?
Je connais d'avance. Vous savez, madame, j'aime souvent penser que chaque enfant du pays, chaque enfant du Bénin, sans toujours le savoir, doit quelque chose à notre pays. Vous savez, parlant de paix, madame, à une époque où nos soldats donnent leur vie chaque jour pour protéger notre liberté commune, à une époque où des médecins sauvent des vies, à une époque où des enseignants accouchent les esprits de demain, Oui. il serait pas bien saignant que les acteurs politiques disent nous sommes prêts à mettre le pays à feu et à sang juste parce que nous ne nous retrouvons pas dans un code électoral. Donc, moi, je pense que appeler à la paix, c'est rappeler à chacun d'entre nous, acteurs politiques, notre responsabilité vis-à-vis de notre pays. Je veux comprendre que personne ne s'engage en politique s'il n'est animé d'une flamme, de cette passion pour le Mhm. Bénin. Mais encore faut-il travailler pour que cette passion reste à l'intérieur, pour que cette passion ne déborde pas et que cette flamme-là n'embrase pas notre pays Mm. au-delà de nos convictions. Et donc, je pense que cet appel à la paix, c'est une manière de mettre les acteurs politiques Devant la responsabilité. devant leurs responsabilités, de nous rappeler à tous, parce que nous disons tous, nous avons une passion pour le Bénin. Nous disons tous, nous aimons le Bénin. Mais nous devons aussi savoir que nous n'avons pas le monopole du cœur. Madame, moi, je suis un passionné du Bénin. Mais je n'ai pas le monopole du cœur. Mhm. Que je sois acteur politique et vous, journaliste, qu'est-ce qui me fait croire que c'est moi qui aime plus le Bénin que vous? Non. Je suis, alors, qu'est-ce qui me permet, me donne le droit de dire, si moi, je ne suis pas à la responsabilité, j'enflamme le pays, j'incendie le pays. Je crois que la paix dépend du Mais comportement de chacun d'eux. l'autre aussi ne devrait pas dire c'est moi qui ai aujourd'hui le pouvoir. Enfin, je fais une caricature. Hein. Aujourd'hui, Oui, le pouvoir, c'est moi qui ai aujourd'hui la majorité. Donc, je vais brimer celui qui n'est pas à ma taille. oui. Non, je suis d'accord. Mais madame, il ne s'agit pas de brimer ou de brimade. Il s'agit d'un truc simple. On dit, c'est celui qui est majoritaire qui décide de ce qui va se passer. Au terme de notre constitution, le président de la République, c'est lui qui, pendant 5 ans, est chargé de donner l'orientation de la vie nationale, de mobiliser les ressources pour mettre à exécution cette orientation. C'est un devoir constitutionnel. Et dans une république comme la nôtre, conçue de telle sorte que le président de la République soit le garant de la continuité de l'État et du fonctionnement régulier des institutions. Madame, est-ce que vous mesurez un seul instant quelle serait la tragédie, Mhm. finalement, si nous en arrivons à avoir des présidents de la République qui refusent de se projeter dans l'avenir? Ah, Imaginez le drame. bon, Parce que nous sommes une je me république. refuse même d'imaginer ce drame, mais ça serait un gros drame. Donc, nous sommes une république conçue comme ça. C'est-à-dire que toute la charpente nationale républicaine de notre pays est conçue comme ça. Il faut le savoir. Pour dire que vous pourrez avoir l'homme le plus jovial possible, mais quand il devient président de la République et qu'il prend conscience de sa responsabilité, il va jusqu'au bout. J'ai entendu certains dire, le président dit, le code ne sera pas révisé. À juste titre. Parce que la Constitution lui permet, tant que c'est lui qui est là, de donner une orientation et de s'y maintenir. Mesdames, savez-vous, il y a des gouvernements ou des chefs de gouvernement qui n'ont jamais reculé sur de grandes réformes. Mhm.
Ils n'ont jamais été traités de dictateurs. L'histoire en a connu, hein. L'histoire en a connu. Margaret Thatcher, en Angleterre, Mhm. plus de 20 millions d'Anglais dans les rues de son temps pour des réformes politiques et Politique. sociales. Mhm. Elle a tenu. Ça a mis l'Angleterre sur les rails. Cinquième puissance économique mondiale après. Aux États-Unis, il y en a eu. Ronald Bon, c'est pas Reagan. systématiquement non plus des références qu'on se doit de prendre en compte, hein, Mais Monsieur madame, Fadouino. vous en connaissez beaucoup de ces références en Afrique? D'accord. Hein? Ah, non, 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 bon. je veux bien. Je suis aussi frappé par le chauvinisme africain, mais je veux bien ces références de leaders politiques, de visionnaires, de chefs d'État qui sont convaincus que c'est ce qu'il faut pour leur pays pendant qu'ils sont là et qui, malgré le bouclier social Mm. qui se lève, disent il faut aller droit. Et au finish, l'histoire a fini par les justifier, l'histoire a fini par les saluer. Et je veux dire, quand on dirige un pays comme le Bénin, je crois que on ne s'excuse pas d'avoir de l'ambition. Mm. Parce que l'impopularité d'un jour peut être le salut du lendemain. Alors moi, je pense que si le chef de l'État est convaincu que c'est ce code-là, Qui, dans le cadre de la continuité de sa réforme du système partisan, on y va. la peur aujourd'hui, c'est qu'on a connu un passé récent qui reste quand même encore toujours dans la tête, avec ce discours de l'opposition et cette posture également de la majorité. Bah, la CEB a raison d'appeler à la paix. La question qui va suivre, mais comment on va maintenir cette paix dans cet environnement crispé, Monsieur Ruino? Ouais, comme je l'ai dit, la paix, c'est ce que nous devons tous à notre pays. Madame, parfois, je pense que beaucoup viennent en politique. Nous sommes encore au balbutiement, Il hein, faudrait pas qu'en fait, là où euh, il faudrait pas qu'on retombe dans les travers Madame, desquels on essaie de s'extirper. il y aura toujours la violence légitime de l'État. Lorsqu'il se trouvera des citoyens qui voudraient mettre l'État ou la République à genoux, il se trouvera toujours des forces de sécurité et de défense pour s'opposer à ces personnes. Parce que c'est comme ça, madame. C'est l'exception. Ne pas le comprendre. Madame, euh, lorsque quelqu'un prend les armes contre son pays à cause d'une divergence d'opinion, madame, cette personne ne peut pas être appelée une démocrate. C'est un terroriste. Madame, euh, un jeune qui viole les lois de la République, madame, ce n'est pas un jeune chômeur qui se cherche, c'est un délinquant. La République doit parler clair, Mm, elle doit parler net, elle doit parler sévère. Moi, je suis, je suis contre tout angélisme, mm. à titre personnel. Moi, je veux l'ordre. Et moi, je suis pour l'ordre. Je veux le respect de la loi, je veux le respect de l'autorité. Parce que, madame, en dehors de la loi et de l'autorité, le reste n'est que désordre et chaos. Oui. Mm, D'accord? Et donc, moi, je pense que nous devons savoir revendiquer, réclamer, attirer l'attention de l'opinion publique nationale et internationale des uns et des autres sur ce que nous pensons être juste. des difficultés, encore que ces difficultés soient fondées. Mais nous avons, au-delà de cela, la préservation de la paix et de l'unité nationale. Personne ne doit mettre le pays à feu et à sang. Dans tous les camps. Ce que je dis est valable pour tous les camps. Mm, Mais je veux, tant que les gens ne s'opposeront pas à la loi républicaine, tant que les gens ne cesseront pas d'être démocrates pour devenir des terroristes, tant que les gens ne cesseront pas d'être des jeunes qui revendiquent leurs ouais. droits pour devenir des délinquants, ceux qui piétinent la loi de la Mm, républicaine, il ne se trouvera jamais de mm, force pour s'opposer à eux. mm. Donc, moi, je fais partie de ceux qui sont contre cette forme d'angélisme. Madame, vous savez, la liberté que tout le monde réclame, qui est la démocratie, a deux corollaires, la responsabilité et l'autorité. La noblesse de l'humanité, c'est que chacun de nous soit responsable de ses actes. Bien sûr.
Et il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas d'autorité. Sinon, quand l'autorité manque en démocratie, ce n'est plus la démocratie, c'est l'anarchie ou c'est l'oclocratie. C'est le pouvoir de la foule. Madame, vous pensez que la République est constituée de foule? Non, la République est constituée de citoyens. Et ça voudrait dire qu'un citoyen, tout individu qui sait qu'il vit dans une société qui est régie par des lois et par des règles et qui fait tout pour respecter ces règles. Bien sûr. Mais quand quelqu'un décide de vivre en dehors, c'est qu'il se considère comme une foule. Vous savez que dans le mot foule, il y a folie. Rousseau dit que la folie ne fait pas le droit. Donc moi, je pense que préserver la paix, c'est de chaque côté, mais plutôt du côté de ceux qui doivent toujours savoir qu'ils trouveront toujours en face d'eux des forces de sécurité et de défense chaque fois qu'ils devraient être amenés à mettre la République à genoux. Personne ne peut mettre la République à genoux. Ça fait partie, peut-être, sa position sur ce code électoral font partie du jeu des acteurs. Et les élections de 2026, c'est pas seulement les législatives, même si les législatives, surtout la confessionnalisme, fait courir ces partis politiques. Nous avons également la présidentielle à organiser en 2026. Et déjà, nous avons un candidat, Monsieur Fred Renaud, Daniel Ida, qui s'est déclaré candidat à cette élection et en appel au parrainage. Alors, au vu de toutes les exigences que nous nous sommes données dans ce code dont nous avons parlé, alors, quelle est votre lecture de cette, on peut le dire, première personne qui se déclare officiellement candidat? Bon, on a vu Kem Seba, on ne sait pas si c'est effectif. J'ai vu sur les réseaux sociaux, et, vous savez, j'ai noté que c'est une personnalité de l'opposition, de la plateforme de l'opposition. Donc, je me suis dit d'abord, d'abord tant mieux pour l'opposition parce que il y a quand même quelqu'un en son sein déjà Qui voudrait et qui se manifeste. Peut-être en attendant que d'autres arrivent, mais si d'autres arrivaient, l'opposition aurait alors la possibilité de faire des choix plus éclairés et plus cohérents. Ensuite, j'ai dit que le jeu n'est pas plus mal pour la démocratie, parce que dans le même temps, cela laisserait à nos concitoyens la possibilité de faire un choix. Parce que pour choisir, il faut quand même avoir plusieurs éléments. Maintenant, sur le fond, j'ai écouté le message du candidat ou du futur candidat. Il reste encore des étapes à franchir. J'ai écouté le message et je suis resté un peu sur ma faim. Et là, je ne parle pas en tant que partisan, je parle en tant que citoyen béninois qui peut-être est un peu éclairé sur les défis de notre pays. Et je n'ai pas eu l'impression que ce soit un projet qui pourrait m'emballer. Vous, personnellement, non. Personnellement, et je ne le dis pas parce que je suis partisan. Je n'ai pas eu l'impression que c'est un projet qui aurait pu m'emballer. Et je n'ai pas aussi eu l'impression que ce projet répond réellement aux préoccupations et aux besoins du pays après la décennie que nous sommes en train de traverser. Je n'ai pas le sentiment que ce qui a été dit, ce qui a été mis en avant pour justifier la candidature tienne compte du contexte béninois aujourd'hui et du contexte international dans lequel nous évoluons. Mais soit. Et lui, il a le mérite d'occuper un champ vide. Mais c'est ce que les partis politiques. Justement, mais c'est ce que j'allais dire. Je dis, mais soit, c'est déjà un mérite qu'un des nôtres se propose pour dire, je veux assumer notre destinée commune. Maintenant, on peut toujours faire le débat sur ce qu'il propose. À votre lecture, est-ce que l'opposition pourrait prêter flanc à sa proposition à lui? Il est certes du quart de concertation. Est-ce que c'est une manière pour lui de forcer aussi les démocrates qui ont les parrainages à devenir à lui? Oui, je me dis que dans cette plateforme de l'opposition, quand les gens se sont mis ensemble,
c'est que ils comptent forcément les uns sur les autres pour pouvoir faire le chemin ensemble. Et donc, une fois que lui, qui n'est pas d'un parti politique, qui est des parrains, même membre de l'opposition, dit qu'il est candidat, c'est qu'il ne peut que d'abord, prioritairement, compter sur les démocrates. Et donc, je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret de l'opposition, je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce que tous les partis qui sont sur la plateforme sont considérés comme alliés aux démocrates au point de pouvoir jouir des parrains? Je ne sais pas ce qui est décidé entre eux. Si c'est le cas, d'accord. Mais si ce n'est pas le cas, cette candidature-là ne semble pas avoir des perspectives heureuses. D'accord? Je dis une fois de plus encore, j'analyse du point de vue du citoyen qui observe, qui connaît la posture politique de celui qui s'est déclaré candidat. Si il y a, parce que le code dit que en cas d'accord de coalition entre les partis politiques, même les parrains d'un parti peuvent parrainer le candidat issu de notre parti. C'est la seule possibilité qu'il ait aujourd'hui. Et aussi, on ne sait jamais, il peut y avoir un accord avec les partis de la mouvance aussi. Tout est possible. Parce que dans le cadre d'une élection présidentielle, c'est pas une élection législative, c'est pas une élection communale, c'est le rassemblement. Bon, donc, pour être candidat aujourd'hui réellement, il lui faudra forcément, à lui et à sa force politique, un accord, soit avec le parti d'opposition, les démocrates, étant de la plateforme, soit avec un des deux autres partis de la majorité présidentielle. Et je ne suis habilité à parler au nom ni de l'un ni de l'autre. Donc, c'est possible. Mais je me dis, si c'est sérieux, d'accord, je me dis, il doit avoir pris des dispositions avant de dire, je veux être candidat. Il ne peut pas se déclarer candidat sans se dire, sans se créer une passerelle pour avoir les parrains. D'accord? Bien sûr, oui. À moins que c'est une manière implicite de dire également, je ne suis pas d'accord pour le code. D'accord? Vous le lisez également sous cet angle, Oui, sur cet angle-là. Je me dis, si c'est une déclaration qui n'a pas pris le temps de tracer la passerelle, ni avec les démocrates avec lesquels il est, ni avec les autres partis politiques, parce que alors là, c'est un défi, c'est un pied de nez à nouveau au cours électoral. Cette candidature nous permet à nous de nous intéresser aux autres formations qui, eux, ont des parrains, donc ont le devoir de proposer des candidats jusque-là. Chacun, certainement, définit son agenda. On a même l'impression que cette opposition, dont le parti principal est le démocrate, semble aussi s'aligner sur cet agenda du patron de la majorité. Moi, question naïve peut-être, qu'est-ce qui est si difficile de désigner des duos de candidature, M. Fred Renaud? Là, vous pouvez élaborer votre posture de partisan. Je ne sais pas. Peut-être chaque parti a son agenda. Pour ce que je sais, moi, je suis militant du Bloc républicain. Vous savez, le niveau auquel je suis arrivé, hein, je suis membre du bureau politique. Donc, peut-être qu'il y a des discussions qui se mènent et qui ne sont pas encore arrivées au niveau du bureau politique. Au-dessus du bureau politique, il y a le bureau exécutif, il y a le secrétariat exécutif. Donc, je ne peux pas parler des autres, mais je peux vous dire que au niveau du Bloc républicain, peut-être que les discussions se mènent déjà, mais en tout cas, ce n'est pas encore arrivé à mon niveau. Mais oui, avant même d'en arriver au cœur même des partis, qu'est-ce qui est si compliqué de choisir un duo? C'est vraiment un exercice complexe? Si oui, au vu de quels éléments? Non, je me dis que a priori, c'est un peu plus difficile pour les partis de la mouvance présidentielle parce que nous avons un chef suprême de la majorité présidentielle qui est en fin de mandat
et qui, nous avons vu sa gouvernance. C'est une gouvernance qui ouvre des perspectives. Le président nous a donné une fondation. Maintenant, à nous de savoir comment construire dessus. Et c'est plus délicat. C'est plus délicat parce que il faut maintenant prouver, parce que l'élection présidentielle, c'est pas un concours cosmétique. Donc, il ne s'agit pas d'élire l'homme le plus beau de la majorité présidentielle et de dire c'est toi qui reste devant. Il ne s'agit pas non plus de choisir celui qui est le plus riche. Mais moi, j'ai l'impression que il faut des hommes qui ont une colonne vertébrale. On en a tous. Vous savez, en temps de crise, parce que nous sommes en crise, moi, j'aime à penser que ce n'est pas parce que le président Talon serait parti du pouvoir dans quelques mois que tout va se réenchanter, que tout se passera bien, que notre pays n'aura plus de difficultés, comme veulent le faire croire certaines personnes. Je pense que nous sommes dans un monde nouveau qui peine à naître dans notre pays et où c'est un monde ancien qui est défié dans son existence, même pas un monde nouveau. Et ça fait que la responsabilité est plus énorme. Maintenant, est-ce que les partis politiques s'y ont préparé? Est-ce que les partis, la majorité présidentielle... Les échéances sont connues depuis l'adoption du code électoral. On ne peut pas dire qu'ils ne s'y sont pas préparés. J'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup plus que les partis politiques ne s'y sont pas préparés. Ou qu'ils n'ont pas les coups de franche pour décider. Non, bon, vous savez, les coups de franche, à mon avis, s'il y a des intentions, il faut créer un cadre pour que ces intentions soient exprimées à l'intérieur de chaque parti et que les meilleurs choix possibles soient faits. Je crois que c'est ce cadre qui n'existe pas. Quand je regarde, c'est ce cadre qui n'existe pas. Que les partis n'ont peut-être pas voulu mettre en place. Oui, donc voilà pourquoi je dis que les partis ne s'y sont pas préparés. Parce qu'ils estiment que ce n'est pas une exigence. Aucun test ne les oblige à faire une présélection. Effectivement, mais sur quelle base on choisit pour ne pas briser la cohésion? Parce qu'on ne peut pas empêcher à des acteurs politiques d'avoir des ambitions. Les ambitions sont légitimes en politique. D'autres peuvent penser que leur ambition, c'est d'être maire, d'autres d'être... Bon, on en a vu suspendu ça et là. Bon, ça, c'est cette discussion à cause de certaines ambitions qui ne seraient pas plus dans la ligne des partis politiques. On a quitté ce stade. Que ces ambitions étaient précoces, que c'était avant que les partis ne puissent siffler, dire la compétition est ouverte et que c'était une manière de créer de la décohésion au niveau des formations politiques. On a censuré, on a sanctionné. Beaucoup. D'accord, mais maintenant, je pense que à un moment donné, il faut quand même dire, ça y est, il faut quand même écouter les uns et les autres. Vous pensez que ça va venir? Je l'espère. Il est vrai qu'on a eu dire que le chef de l'État aurait laissé la main aux partis politiques, j'ai dit eu dire, aux partis politiques, de décider de lui faire des propositions. Vous n'allez pas parler au nom des autres. J'aime votre expression, oui, parce que j'ai lu aussi dans les réseaux sociaux, mais toujours est-il que le débat n'est pas encore officiellement ouvert, en tout cas pas à ma connaissance. Je ne sais pas si il s'est ouvert ailleurs, pas d'autres fenêtres, mais pas à ma connaissance, le débat n'est pas encore ouvert au niveau des partis politiques sur la forme que ça va revêtir. Donc, on attend, on verra bien. Je vais vous faire un exercice simple. Là, vous pouvez remettre encore votre manteau de politologue, oui, pour ne pas mélanger le genre. Pour ne pas du tout mélanger les genres. Alors, on suppose que les formations politiques vont faire des propositions
La logique voudrait que dans un parti politique, celui qui soit candidat à une présidentielle soit le chef du parti, au bloc républicain. On connaît tous la posture, en tout cas l'état de la candidature du premier responsable de cette formation politique qui ne peut pas être candidat. Alors, comment ça va se faire de cette formation politique? Deuxième question, vous allez les mettre ensemble pour répondre. Les deux formations politiques sont de la même majorité. Est-ce que quelqu'un va choisir le, le président et l'autre va choisir le colistier ou chacun va choisir son candidat? Comment vous entrevoyez ce couple de candidats pour 2026 au sein de la majorité? On dirait que c'est un vrai casse-tête hein, à l'heure actuelle. Une question difficile, Mm. madame. Enfin, c'est pas aux politologues que vous adressez, parce que je suis quand même partie prenante de tout ça aussi. Non, je voudrais dire une chose. Dans ma conception des choses, Oui, hein, cela n'engage que moi. Hein. Un, je ne crois pas que le président d'un parti politique soit forcément le meilleur pour être candidat aux élections présidentielles. c'est ce que la logique voudrait. Non, cette logique, elle n'est pas juste parce que au moment où quelqu'un est élu président d'un parti politique, c'est pour euh, travailler à l'organisation interne du parti, c'est pour travailler à ce que les valeurs et les idées du parti soient connues. Mais il n'est pas dit que ce soit le président euh, de ce parti qui soit le plus à même de rassembler. Parce que, madame, aussi grand que puisse être un parti politique aujourd'hui au Bénin, il ne peut pas gagner les élections seul. C'est-à-dire que rien qu'en comptant sur le vote de ses militants. D'accord? Ça voudrait dire que il faut être en mesure d'aller chercher au-delà des militants. Et puis ensuite, les militants, ils ne sont pas des godillots. C'est des gens qui réfléchissent et qui analysent et qui peuvent vouloir baser leur choix sur aussi un projet, sur une vision. Tout le monde n'est pas dans les partis politiques pour suivre le mouvement. Il y en a qui sont dans les partis politiques parce que ils veulent que quelque chose change pour leur société, pour leur pays, pour leur nation. Et ils attendent des choses. Donc, je ne crois pas, personnellement, que le meilleur atout d'un parti politique soit forcément son Mais président. c'est ce qu'on a toujours fait. Autrement, je ne sais pas ce pourquoi Tidjane Thiam en Côte d'Ivoire se bat. Exclu Oui, de... parce que là, on part du principe que celui qui est à la tête, il tient tous les leviers. Donc, s'il est candidat à l'intérieur, il a plus la possibilité de pouvoir faire arrimer à sa cause tout le monde. Mais est-ce que nous vérifions toujours si c'est celui-là qui est le plus à même de rassembler? Madame, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que un président de la République est élu par sa beauté, un président de la République est élu par les moyens qu'il détient. Je toujours pensé qu'un président de la République est élu par la force de conviction de son projet de de société, société, oui. de sa vision en un temps T. S'il il s'avérait qu'au-delà du projet de société du parti, que le président du parti n'est pas celui qui a la vision la plus à même de rassembler nos concitoyens, de rassembler d'abord à l'intérieur du parti. Parce que ne croyez pas que dans un parti politique, tous les militants sont pour le président du parti. Non, tous les militants ne sont pas forcément pour le président. Ils sont pour le parti, mais ils ne sont pas tous pour la vision du président. Bien Donc, sûr. moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut, à un moment donné, quand on est dans des grands partis, des partis qui se veulent grands, qui se D'accord. veulent des partis de gouvernement. Arrêtons-nous sur votre logique là. Bon, Comment donc, vous pensez que tout cela sera goupillé? moi, je pense qu'il faut laisser la possibilité à tous ceux qui pensent qu'ils peuvent de proposer leur projet. Et oui, bien sûr, et de mettre, parce que ça facilite plus la cohésion, le rassemblement. Parce qu'il ne faut pas qu'un parti puisse engager une compétition en allant en disperser. Celui qui est à la tête, quand on a l'impression que c'est pas de la gymnastique qu'il force les choses, je le dis pas parce que je suis membre d'un parti politique dont le président est folklore. Non, même si le président de mon parti politique était
en La capacité de se capacité. porter, si j'avais mon mot à dire, d'accord, Mm. je ferais partie de ceux qui diraient il faut que nous ayons un certain nombre de candidats qui nous proposent des projets. Je ne dis pas forcément d'organiser des primaires, c'est encore des ressources, mais il faut que nous ayons peut-être une commission à Mhm. l'interne qui puisse écouter tous les Tous les candidats candidats potentiels. possibles et qui voient le meilleur choix. Parce qu'il s'agit non seulement d'un parti politique, mais il s'agit d'une nation. Parce qu'au finish, le président de la République, il n'est pas président d'un parti, il est président d'une nation. Et donc, à partir de cet instant, pourquoi on pense que c'est celui qui est le président du parti qui est le président même? D'accord, ok. Bah, maintenant, le second volet de Oui. votre question, quand vous parlez des... Je crois que tous les scénarios sont possibles, avec, certainement avec le concours, le jugement du chef de la majorité présidentielle, le président Patrice Talon. Et donc, sur cette question, a priori, nous serons tous mis devant le fait accompli. C'est ce qu'on voudra qu'il va se faire. Mais si moi j'avais un avis à donner, moi j'opterais pour deux duos de la majorité présidentielle. Si on me demandait mon avis, hein, je dirais je suis favorable pour qu'il y ait un duo OBR, au Bloc Mhm. républicain, et un duo à Ah, le l'UPR P. dans la compétition. Pourquoi? D'abord parce que, madame, j'ai le sentiment que l'idéal progressiste est au plus bas aujourd'hui dans notre pays et que les populistes sont la partie facile. Et donc, parce que en 9 années de gouvernance, nous avons fait des choses extraordinaires, nous avons progressé. Mais il y a le chômage, mais il y a la crise. Mm. Et le bouc émissaire est tout trouvé, c'est le gouvernement. Voilà pourquoi les populistes sont la partie facile. Voilà pourquoi je pense qu'il serait difficile, il ne serait pas profitable de mettre tous nos œufs Dans un même panier. dans un même panier. Mais qu'il faut en ce moment que chaque formation politique puise au-dedans de lui-même ses réserves et que nous proposions à nos compatriotes une espérance lucide et crédible Mm. qui se base sur les valeurs et les forces de ce que chacune de ces formations porte en elle. Nous devons mettre, à mon entendement, de la raison dans ce chaudron. Donc, aller au combat, chacun en essayant de dessiller les yeux de nos compatriotes. Nous le faisons, nous réussirons plus si nous laissons les partis exprimer leur propre potentialité que de les présenter comme un assemblage hétéroclite. D'abord parce que ce sont des partis qui défendent des conceptions plus ou moins différentes de la D'accord. société. Mais qui auront les mêmes bilans à défendre. En tout Oui, cas, à faire peser dans la balle. oui, Là, ça risque d'émietter. je suis Ça d'accord. risque d'émietter Non, mais vos madame, voix. s'ils ont les mêmes bilans à défendre, ils n'auront pas les mêmes propositions à faire pour la gouvernance prochaine. Oui, ça c'est important. On Parce partira que, quand même du principe que la dynamique devrait continuer. oui, madame, la dynamique devrait continuer. Qu'est-ce qu'on entend par là? La dynamique, en tout cas, Euh, celle empruntée actuellement par le chef de la oui, majorité, et donc, devrait continuer. est-ce qu'on entend les mêmes hommes? Est-ce qu'on entend la même méthode ou on entend la dynamique des réformes? Parce que quand les gens disent la dynamique devrait continuer, bien que je sois membre de la majorité, moi, je comprends la dynamique des réformes. Parce que je sais que le cheval de bataille du président, c'est des réformes. Sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan culturel. C'est les réformes. Et donc, de toutes les manières, à l'analyse, les réformes sont indispensables. D'accord? Et donc, chacune de ces formations politiques peut porter des réformes et peut porter différentes réformes, peut avoir une priorité sur ces réformes. Je dis que nous avons déjà capitalisé les 10 années de gestion du président Talon.
Mais j'ai comme l'impression que parce que l'idéal progressiste est au plus bas et que les populistes peuvent avoir la partie facile, Mm. que ça peut être fatal. C'est mon analyse, hein, que ça peut être fatal si nous nous présentons juste comme une continuité, sans nuancer que c'est la continuité des réformes et non la continuité Des hommes. des hommes. Vous voyez? Mm. Parce que quand vous parlez de la continuité du système, les gens voient les hommes. Les gens voient les hommes. Alors que, à moins que je me sois trompé, quand j'analyse le président de la République, ce qu'il veut, c'est la continuité d'une logique. Parce que il sait, et nous en sommes tous conscients, pour ceux qui se sont engagés en politique depuis un moment, que 10 années de réforme ne suffiraient pas pour faire de notre pays Pays, ce qu'il aspire, mhm. lui, que le pays soit, et qu'il faut que les réformes puissent continuer sur au moins De- deux décennies, d'accord, 20 ans de réforme, et je suis sûr que madame, à l'horizon 2036, nous aurons un pays qui sera inégalé dans notre sous-région. C'est le rêve. Enfin, c'est l'objectif. Moi, je suis convaincu de C'est cela. l'objectif. Et donc, C'est- voilà mm. pourquoi, une fois de plus, je dis encore, nous faisons peut-être de la fiction. Parce que on n'a pas les décisions qu'il faut. Mais si moi, je devrais conseiller, argumenter et discuter, C'est ce que vous aurez dit. c'est ce que j'aurais voulu. Oui, voilà. On n'a plus le temps, mais quand même, on a beaucoup encore de questions, mais on ne pourra pas finir toutes ces questions. Néanmoins, j'aimerais bien vous entendre sur Monsieur Alfred Renou sur la question justement de l'opposition que j'oublie là. Là, j'ai oublié la question que je vais vous poser sur l'opposition. C'est pas bien grave. Bon, voilà. On va bien finir. Pour vous, pourquoi l'opposition, elle aussi, tarde à sortir son Dieu? Bon, la mouvance, on comprend qu'elle soit plus ou moins dans un certain dilemme, en tout cas au vu des éléments que vous venez de rappeler. Mais pourquoi l'opposition, elle aussi, ne présente encore rien, surtout au niveau du parti des démocrates? En tout cas, on parle de cette formation parce que c'est elle qui a aujourd'hui, en tout cas, des parrains pour prétendre ces élections. Bon, je ne suis pas de ce parti, Non. mais j'imagine bien qu'il a aussi ses démons, ses propres démons à combattre. Comme au sein de la majorité, nous avons peut-être aussi les nôtres à exorciser. Euh, à mon entendement, je pense que le véritable démon à exorciser de part et d'autre, c'est de trouver le cadre pour faire des choix justes et équilibrés qui n'amènent pas à l'implosion. Et donc, une fois de plus, quel est le modèle qu'il faut? Moi, je pense que dans l'un ou l'autre, j'imagine ce qui peut être le défi pour ces trois grands partis qui sont à même de proposer. J'imagine que l'inquiétude, parce que le Béninois, et surtout le Béninois politique, a une particularité. Vous savez, on a déjà vu dans le passé, toutes tendances confondues, hein, on a déjà vu des choix s'opérer, des gens applaudis et refuser de travailler pour ces choix. Parce qu'ils sont convaincus que c'est eux qui peuvent faire gagner et on a imposé quelqu'un d'autre ou on a dit quelqu'un d'autre. Donc, je pense que ça, et dans ces grands partis-là, vous savez, il y a des noms. Hein. Donc, quand on a autant de personnalités qui ont des capacités, il est difficile de faire des choix. Si on ne trouve pas le mécanisme qu'il faut pour laisser chacun s'exprimer et que chacun comprenne que de façon indépendante, avec le temps, peut-être que il n'a pas été retenu, là, il peut accompagner. Parce qu'une chose est difficile. Vous ne pourrez jamais acheter la conscience des gens. Au fond, vous ne pourrez pas. Les gens peuvent vous dire je suis, et à la fin, ne pas se retrouver. C'est un exercice difficile, mais c'est un exercice que
que nous impose la réforme du système partisan. Oui. Et je pense que c'est aussi ça le prix à payer pour tout le monde. Ce n'est pas seulement le code dans l'organisation des élections, il y a aussi le choix d'abord des candidats. Il y a aussi la désignation des candidats. Mais moi, je pense qu'il faudra, dans chaque chapelle, faire tout cela en tenant compte d'une seule chose, du Bénin. Quel est aujourd'hui le Bénin que nous avons et quel est le Bénin que nous voudrions avoir demain? Vous savez, même chez les démocrates, il peut se trouver des gens qui soient convaincus de ce que, même s'ils se sont opposés au président Patrice Talon pendant 9 années ou 10 années, que s'ils avaient le pouvoir, ils n'auraient pas d'autre choix que de continuer sur la même lancée que lui. Ce n'est pas exclu. Peut-être réajusté, mais non, ça devrait être ça, normalement. Donc, alors, je pense qu'il faut que les gens s'expriment. Voilà, le choix semble, en tout cas, le choix des dieux est complexe actuellement en raison du défi de l'implosion. Donc, les partis politiques réfléchissent et doivent faire le bon choix pour satisfaire. En tout cas, les leurs, les citoyens iront aux urnes, c'est certain. Monsieur Fred Renou, nous sommes en train d'égrener les dernières minutes, sinon que nous jouons les prolongations. Je vous laisse le temps de conclure. Non, merci madame. Je suis une fois de plus très honoré de votre invitation et d'avoir échangé avec vous. J'espère que nous avons pu apporter de l'éclairage à nos compatriotes qui nous suivent. 2026 arrive à grands pas. Nous allons faire face au défi des élections générales. Et moi, je suis très rassuré que tout se passera bien. Je suis très rassuré que le code actuel permet à notre pays de rentrer par la grande porte dans le 21e siècle, parce que ce code permet aux partis politiques qui le veuillent bien de rassembler davantage nos concitoyens autour des enjeux de notre pays, parce que nos concitoyens aspirent à comprendre. Ils veulent la clarté des grands choix et des grandes orientations. Ils veulent comprendre ce que nous faisons en leur nom. Et donc, je pense que c'est plus que jamais le moment d'aller vers nos compatriotes, de les rassembler. Aux dernières élections, il y a eu plus de 2,5 millions de Béninois qui se sont abstenus. C'est la preuve que les partis politiques ont une grande marge de progression pour avoir les 20%. Si chaque parti s'organise et décide de faire ramener dans le giron républicain ces 2,5 millions de Béninois, il n'est pas exclu que chacun de ces partis puisse obtenir 20% avec des projets clairs et une ambition claire. Donc, moi, je pense que nos compatriotes doivent être assurés que le code nous permettra d'avoir des élections apaisées et transparentes. Maintenant, voilà, je souhaite la paix pour mon pays. Et donc, voilà, c'est ce que je peux vous dire. Merci beaucoup, Monsieur Fred. Merci, madame. Il est clair, mesdames et messieurs, que sur le chemin des élections apaisées se retrouvent les acteurs politiques et la paix voulue, justement, dépendra de leur jeu dans l'animation de la vie politique. Notre invité a su le dire et surtout sur ce qui semble faire polémique, en tout cas le mot d'emploi de l'ATI 146, il ne va pas avoir polémique selon notre invité, d'autant plus que ces acteurs, c'est-à-dire ces parties prenantes qui sont chargées d'organiser les élections ne posent pas un problème de l'applicabilité du test de loi. Il ne devrait pas avoir problème. Laissons le jeu se faire et au besoin, allons au contentieux. Tout à fait. Pour que la Cour constitutionnelle puisse décanter et au besoin la Cour suprême également puisse faire ce que de droit. Nous vous remercions, Fred Renaud, pour votre disponibilité, pour avoir partagé votre lecture avec nous sur ces sujets cruciaux pour la démocratie béninoise. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est tout pour l'entretien de ce dimanche. Restez à vos positions d'écoute pour le prochain programme.